Juste avant de commencer l'épisode, je voulais vous dire que j'ai le plaisir d'accueillir The Conran Shop comme partenaire de cette nouvelle émission. Mais oui, vous connaissez forcément, c'est l'une des plus grandes marques d'art de vivre au monde, fondée en 1973 par l'anglais Sir Terence Conran. C'est toujours un plaisir de se balader dans leur boutique, ou même en ligne, que ce soit pour trouver l'objet parfait ou l'inspiration. Mobilier, luminaires, accessoires, leur sélection est unique, dans un style à la fois contemporain et vintage, signé de grands noms du design ou de talents émergents. Cette saison, la collection Printemps-été 2022 se concentre sur le bien-être émotionnel dans la maison et fait la part belle à l'artisanat et aux matériaux naturels avec plein de collaborations exclusives ou en marque propre qui méritent qu'on y jette un œil. Mais avant, place à l'épisode. Bienvenue dans Le Club, la nouvelle émission de Décodeur, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc et dans Le Club, je suis accompagnée de 3 chroniqueuses, des expertes de la déco, du design ou du lifestyle, pour parler de tout ça justement, portraits de talents, événements à connaître, bonnes idées déco, nouveautés, écologie, projets divers et variés. L'idée, c'est de partager nos repérages et nos bons plans dans la joie et la bonne humeur. Allez, bienvenue au club. Bonjour à tous, je suis très contente d'être là et de lancer cette première émission, Le Club. Alors vous avez compris le principe, je ne suis pas seule, je vous présente donc tout de suite celle qui m'entoure. Je suis avec Laetitia Renevier, plus connue sous le nom de Billy Blanquette. Salut Laetitia. Salut Hortense. Avec Marie Farman, qui est journaliste spécialisée en design et cofondatrice de la marque Ava. Bonjour Marie. Bonjour. Et Violaine Bellecroix, rédactrice en chef de Marie-Claire Enfant, qui coanime le mouvement WIT, Women in Transition écologique. Hello Hortense. J'ai bien dit WIT. C'est parfait, c'est WIT. Oui, on va en reparler tout à l'heure. Donc, je suis ravie de faire cette émission avec vous. Juste avant, est-ce qu'on se tutoie, est-ce qu'on se vous voit ? Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué dans les émissions, tout le monde fait un peu genre on se vous voit alors qu'ils se connaissent tous. Donc, est-ce que si ça vous va si on se tutoie ? Bah évidemment. Oui. Ouais, sinon, on va se tromper entre le tu et le vous. Alors, aujourd'hui, on enregistre à l'hôtel Nuage qui a ouvert il y a quelques mois. Est-ce que vous étiez déjà venu ? Vous connaissez ce lieu ? Non, pas du tout. Moi, je ne connaissais pas. J'en ai entendu un peu parler. J'avais vu passer son nom, mais... Quelques photos, ouais. C'est joli. On est dans une chambre qui est très sympa, ouais. Je fais juste un petit laïus. Donc, le propriétaire, c'est Olivier Breuil, qui est peintre et hôtelier. Et l'hôtel a été réalisé par l'architecte Jordan Arrivetz de l'agence Notoire. Et l'idée, c'est un hôtel un peu luxueux, mais en mode slow life, ultra calme, silencieux. C'est une déco qui est assez minimaliste, mais ultra cosy, beaucoup de blanc, de bois. Tout invite à se poser. Donc à poser ses bagages, mais aussi à se poser le temps de faire une pause. Mais on vous rassure, on ne va pas s'endormir. Et on commence avec Laetitia. Donc Laetitia, juste pour te présenter, je disais tout à l'heure, plus connue sous le nom de Billy Blanquette, tu es journaliste déco. Après plusieurs années dans la presse déco papier, tu as créé ton blog où tu présentes plein de visites privées, de lieux que tu photographies. Tu partages aussi tes coups de cœur, tes inspirations. Tu es bien connue sur Instagram, on peut dire, avec plus de 50 000 followers. Ça grimpe. Et tu as aussi créé une collection de meubles et objets et textiles avec la Redoute intérieure, une collection de papier peint avec muse, on dit muse. Mue. En fait, c'est la mue du serpent. Ah. Donc, ça se mue sur les murs, en fait. C'est ce que j'ai appris. Parce que je disais muse au début. Donc, Mue Design. Mue Design. Et l'événement du moment, et on va en reparler, tu viens tout récemment de sortir un livre. Absolument, qui s'appelle Toi et moi. Toi et moi, avec donc toi avec un T. T-O-I-T, ouais. Et moi. Petit jeu de mots. Bon, je t'appelle Billy ou Laetitia ? Écoute, bonne question. On va dire, à mon avis, plutôt Billy, parce que c'est vrai que maintenant, ça fait 7 ans que j'ai monté ce blog et que depuis, Billy me colle un peu à la peau et en fait, Laetitia, les gens ne savent pas trop qui c'est. Et en fait, là, en écrivant le livre et en le signant à la fin, je me suis dit, je ne veux pas signer Laetitia Renevier. En fait, personne ne sait qui c'est. Donc on va dire Billy Blanquette, c'est le petit Ah oui, sobriquet. sur la couve du livre, dans le livre, il y a écrit Billy Blanquette. Ouais. Donc, en fait, maintenant, ça y est, c'est mon nom. C'est bizarre d'avoir Blanquette comme nom de famille, mais je suis contente d'avoir Billy comme prénom. C'est sympa.
Eh ben, donc, parle-nous de ce livre. Alors, ce livre, c'est une rencontre, en fait, à l'origine, entre Caroline Vatelet, donc, qui est designer holistique et experte Feng Shui, et moi, donc une rencontre, un coup de foudre amical, on va dire, entre elle et moi. On s'est assez vite rendu compte que ce qui nous reliait toutes les deux, c'était vraiment l'amour des maisons. Donc, de fil en aiguille, elle avec son expérience du Feng Shui et moi avec mon background de journaliste qui aime bien raconter des histoires, on s'est dit, en fait, pourquoi est-ce qu'on n'écrirait pas un livre ensemble et on parlerait pas un peu de tout ça, du bien-être que peut apporter la déco, de la maison aussi dans son ensemble. Et puis j'ai essayé de raconter l'histoire et de la rendre accessible surtout, pour qu'on découvre un petit peu ce que c'était que ce truc que le Feng Shui, qui est un espèce de... Alors dis-nous, c'est quoi en fait le Feng Shui? Alors le Feng Shui, c'est un art ancestral chinois. Ça, on le sait. Sauf que effectivement, jusque-là, c'était plutôt assimilé à un truc un peu pratico-pratique, avec des encens et des murs violets et dorés. Enfin, moi, j'avais une image assez bof du Feng Shui, alors que en fait, c'est l'art de prendre soin de sa maison et comment l'aménager, comment la décorer de manière à ce qu'elle nous apporte du bien-être et nous rende heureux. Oui, et il y a un peu des règles, le fameux, tu mets pas un miroir en face de ton lit, Oui, alors des choses comme ça. Moi, je pense à ça quand je pense Feng Shui, je sais pas si... Ouais, c'est vrai, de loin, on voit plus ça, des petits principes. Mais oui, pour mais être parce bien, parce que à la base, et c'est en ça que nous, notre livre est quand même différent, c'est que à la base, le Feng Shui, si tu le suis à la lettre, c'est hyper didactique, c'est plein d'injonctions. Quand ils construisent leur maison là-bas, ils mettront jamais leur chambre à tel ou tel endroit, parce que sinon, c'est la fin du monde. Terminer la prospérité, terminer l'amour ou n'importe quoi. Sauf donc, que quand tu construis pas ta maison, tu fais avec ce que tu as. Voilà, tu fais avec ce que tu as. Donc nous, on a voulu vraiment... on est parti des bases du Feng Shui, en fait, parce que quand même, c'est hyper intéressant. C'est le seul art, en fait, qui décortique comme ça la maison et qui la met un peu en parallèle avec notre bien-être. Mais nous, on a vraiment voulu le rendre accessible, en fait. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on trouve dans le livre? Alors, donc c'est un livre avant tout qui aide à poser un nouveau regard sur sa déco. On s'est appuyé donc sur les bases du Feng Shui et à partir de là, on a voulu proposer une nouvelle lecture de nos habitats et on donne des clés pour y parvenir. Donc on a décortiqué la maison de A à Z, pièce par pièce. Il est très gros le livre. Il est très gros. Ouais. Ah bah ouais. Mais il se lit bien, facilement. Et oui, il est gros, mais moi je voulais qu'on en ait, pour son argent, ma petite dame. Mais non, mais c'est vrai, je trouve que, j'adore les bouquins de déco, mais souvent c'est beaucoup d'images et puis finalement en un quart d'heure c'est vite feuilleté. Alors que là, j'avais vraiment envie, moi c'est vrai que sur Instagram, je reçois souvent des demandes, des gens qui veulent des conseils, etc. Et là, je me disais, il faut vraiment qu'on leur donne des réponses concrètes et que ce soit un livre qui... Alors, il est gros, mais il est... pas trop compliqué à lire parce qu'il est vraiment décortiqué pièce par pièce et dans chaque chapitre, tout est redécortiqué. Donc, on lit vraiment, on pioche ce qui nous intéresse. Voilà, tu le picores, exactement. On donne plein de conseils, on analyse et puis on interviewe pas mal d'experts, en fait, de différents milieux, comme notamment la philosophe Marie Robert, un psychiatre et psychologue Alberto Heger, une sociologue, un ethnologue. Enfin, vraiment, on a été rencontrer plein d'experts différents qui abordent la maison de leur point de vue. Et c'était hyper intéressant parce que c'est là qu'on voit que la maison, c'est vraiment un sujet ultra vaste, en fait. Et donc, c'est pas que de la déco. Ouais, c'est un livre hyper complet. Du coup, t'as bossé combien de temps sur le bouquin? T'as commencé quand? Eh ben, écoute, le bouquin, en fait, ça aura pris 9 mois. C'est marrant, mais il aura pris 9 mois. Exactement. Un bébé. C'est un bébé. Entre les tout débuts, les premières phrases, l'organisation, etc. Et sa sortie, c'est exactement 9 mois. Mais c'est rapide, non? 9 mois, moi j'avais l'impression que parfois c'est... Pour 350 pages. Mais on avait une super équipe, on a fait ça avec les éditions du Chêne. Et ils ont trouvé... C'était la première fois qu'ils faisaient un bouquin de déco. Ils ont trouvé le sujet passionnant. Donc, on a... ça a été assez rapide. Ce qui est sympa, je trouve que c'est un beau bouquin pratique. Parce que moi, le bouquin pratique que tu achètes à la caisse, c'est ça. Pour faire 3 furoshiki et dont tu te sers plus après, c'est casse-pied. Ouais. Là, ce qui est sympa, c'est que tu peux la reconsulter, il est joli. La couve est hyper belle. Hein. Ouais, c'est à la fois inspiration. Tu as plein de photos de chez Violaine, en plus, dedans. Ah bon? Ouais. Je suis allée le voir hier à la librairie, mais j'ai pas vu. Tu vois. Moi, je l'ai apprécié. C'est pas un bouquin jetable, je trouve. Ouais.
Parce qu'il y a plein de bouquins. Ça te fait plaisir, c'est Bah pas un oui, bouquin mais jetable. c'est vrai, Non, mais c'est vrai, je trouve qu'il y a trop de livres aujourd'hui qui sortent, on ne sait pas quoi en faire. Ouais. Une fois qu'on les a chroniqués, on ne sait pas quoi en faire. Là, c'est pas le cas. Tu peux y revenir. Oui, c'est un bouquin qui est. Le prêter j'espère, à une copine qui ouais. s'installe ou pour faire une chambre d'enfance, je trouve ça assez sympa, moi, ce concept. Putain, j'aurais dû te prendre en tant qu'attachée de presse, toi. T'aurais été parfaite. Alors toi, Billy, qu'est-ce qui te plaît avant tout dans la déco? De quoi t'aimes parler? Moi, j'aime la déco, effectivement. Je suis née dans ce milieu, donc on va dire que la déco, c'est un truc dont j'aime parler. Mais c'est vrai que je me suis rendu compte, en écrivant ce bouquin, qu'en fait, j'aime la déco, mais ce qui m'intéresse et ce que j'aime par-dessus tout, c'est la maison. Ce qu'elle représente, que la maison apporte de la joie, du bonheur, qu'elle rassure. Donc ça peut effectivement paraître un peu gnangnan de dire ça, mais en fait, c'est la vérité. Et je l'ai encore plus constaté en faisant ce bouquin. La maison nous définit, c'est notre seconde peau, notre cocon, notre refuge. Et la déco qui rend heureux, finalement, elle est accessible à tous. C'est pas qu'une question de moyens. Donc rendre sa maison belle, c'est possible et c'est un moyen de s'apporter du bonheur et de prendre soin de soi. C'est se faciliter la vie, arrêter de perdre de l'énergie bêtement, c'est trouver des solutions efficaces. Donc aujourd'hui, j'ai surtout envie que les gens trouvent leur bien-être et j'ai envie de leur donner de bonnes idées, qu'ils apprennent des choses simples, qu'ils aient envie de se faire plaisir avec leur déco. Voilà. Ah, super. Alors, quelle est ta bonne idée du jour? Alors, ma bonne idée du jour, j'ai voulu, puisque je vous rabâche les oreilles depuis tout à l'heure avec le bien-être et le bonheur, j'ai été choisir la couleur du bonheur. Donc, je voulais parler du rose. Voilà, parce que c'est quand même une couleur qui est quand même très tendance, comme on dit. Ah, c'est la couleur du bonheur? Ah oui, Le le rose, rose, la ouais. couleur du bonheur. Non, Ouais. t'as jamais entendu ça? Ouais, je sais pas, je l'avais Non, pas. Moi non plus, non. Non, Je pas savais forcément. Ah Ouais. bon? Ouais, Je l'ai si, pas moi inventé. j'avais. Oui. Ah bah non, connais. on te fait complètement on dit que le rose, c'est la couleur du bonheur, exactement. Ah, ok. Donc voilà. D'où Et alors, voir la vie en rose. d'où voir la vie en rose, exactement. Voilà. Et donc c'est vrai que on est quand même très nombreux et nombreuses, quand même assez féminin quand même. On a tendance à faire de cette couleur une couleur féminine, mais il y a beaucoup d'hommes qui l'aiment quand même. On est très nombreux à aimer le rose. Donc c'est vrai que c'est une couleur qui est quand même assez tendance depuis un bon nombre d'années quand même. Moi j'ai l'impression que le rose, on le voit quand même beaucoup en déco depuis toujours. Mais c'est vrai que là, ces dernières années, entre des roses très pâles jusqu'au terracotta, parce que dans les terracottas, on peut, quand ils tirent vers le rose, c'est considéré comme un rose. T'as des roses vifs, malabar, des roses éteints. Donc c'est vrai que c'est une palette qui est très large et qui est assez facile à utiliser et c'est rare de pas aimer le rose en fait. C'est quand même une couleur qui est plutôt agréable et on est quand même assez nombreux à l'aimer. Donc, alors pourquoi cette couleur est considérée comme celle du bonheur? Parce qu'il y a quand même des gens qui travaillent là-dessus. Eh ben, moi, je l'avais rencontré d'ailleurs, et toi aussi, tu avais fait un décodeur avec lui, Jean-Gabriel Causse, qui est designer couleur et qui est auteur du livre L'étonnant pouvoir des couleurs. Et il m'expliquait qu'en fait, beaucoup de choses se passent dans notre cerveau quand on regarde un aplat de couleurs et que énormément de zones sont activées. Eh bien, en fait, quand on regarde une image du bonheur, quand on regarde une image qui nous fait plaisir, nos enfants ou notre mari, par exemple, ça active exactement les mêmes zones du cerveau que quand on regarde un aplat de couleur rose. Donc, en fait, voilà, c'est un constat neuroscientifique. Il se passe la même chose dans notre cerveau. Et c'est marrant. Ouais. Et c'est vrai que quand on y pense, quand on rentre dans une pièce qui est rose, ou c'est pas une couleur qui renvoie quelque chose de triste et de négatif, c'est plutôt quelque chose d'assez doux et chaleureux. Alors du coup, on le met où le rose? Et ben là encore, c'est le bonheur. C'est en ça qu'il est top, le rose. C'est que, en fait, pour moi, il peut aller partout, le rose. Comme il y a une palette très très large, il peut aller aussi bien dans une salle de bain. La salle de bain, on dit que c'est une super couleur pour la salle de bain parce que il donne un joli teint. C'est une couleur douce, donc là, il faut partir plutôt dans des tons. Voilà, faut peut-être pas mettre un rose fluo dans sa salle de bain. Plutôt un ton plus pâle, plus doux. On peut aussi le mettre dans un salon, mais ça, on va dire que c'est peut-être le truc le plus osé, parce qu'il vaut mieux s'assurer, si on est plusieurs à vivre dans la même maison, que tout le monde a envie d'avoir du rose dans son salon. Notamment les hommes, c'est peut-être pas... Même s'ils adorent cette couleur, il y a plein d'hommes qui aiment le rose, mais enfin de là avoir un salon rose, je suis pas sûre.
La cuisine, alors là, on peut oser parce que c'est une couleur qui active les émotions positives, la créativité. Donc, on peut même se faire plaisir avec un beau rose Malabar hyper gai, voilà. Moi, ma cuisine, elle est rose. Hein. Je fais une parenthèse, 36-15 voilà. ma vie, mais j'adore. Bah oui, mais c'est hyper agréable. Ouais. Et ton homme, il aime bien. Ouais, et puis c'est gourmand un peu, tu vois, comme couleur. Non, mais oui. c'est vrai que le rose, moi, je m'y suis mise tardivement, mais maintenant, c'est une couleur que je colle un peu partout. Bah, c'est hyper agréable. Moi aussi, j'ai tendance à la coller alors un peu qu'au partout. début, la layette, quoi. Bah voilà, c'est ça. Pendant très longtemps, en fait, le rose, c'est ça. C'était le rose layette. Il n'y avait pas 36 000 roses, ou en tout cas, on les utilisait pas tous. Et maintenant, c'est vrai qu'avec le terracotta, tous ces trucs-là, enfin... Oui, le nude. Les nudes, il y a plein de roses différents. Donc voilà, et puis on dit que c'est une couleur un peu anti-stress, qui calme. Donc c'est parfait aussi pour la chambre. Ou même le bureau, moi, 36-15 ma vie, moi je l'ai dans mon bureau. Et il y a pas mal de bureaux avec des murs roses qu'on peut associer en plus, parce que ça c'est encore un autre atout du rose, c'est que c'est quand même une couleur qui se marie très très bien avec les autres. Donc jusque-là, pendant très longtemps, on le voyait avec du bleu, du noir, du vert. Bon, ça, c'est, on va dire, des choses plus classiques. Mais depuis quelques années, il est vachement associé à des jaunes, des oranges, des rouges, alors que ça pouvait paraître complètement hallucinant de mettre du rose et du rouge côte à côte il y a 20 ans. Bah, maintenant, ça se fait, quoi. Voilà, donc en fait, il est facile à utiliser. Et après, chacun l'utilise à sa guise, en fait. Ça va dépendre de chacun. Soit on peut se faire une pièce en total look, soit on se fait juste un mur, on peut peindre le plafond, ou juste des éléments comme une porte, un soubassement, la crédence de la cuisine. Et puis, dernière chose, si on n'aime pas peindre ces murs de couleur, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont peur de la couleur, on peut aussi faire intervenir le rose par petites touches avec des éléments comme des rideaux, des plaids, des coussins, des vases. Voilà, donc tout ça, ça apporte des petites touches gaies, des petites notes de joie, et je trouvais que ça aurait été dommage de se priver de cette jolie couleur pour cette première émission. C'est vrai. Marie, t'aimes bien le rose ? C'est une couleur qui te parle ? Moi aussi, des rideaux roses. Non, c'est une couleur que j'aime bien. Ouais. Je te parle parce que c'est ton tour, Marie. Donc, Marie est journaliste spécialisée en design pour des magazines comme Milk Décoration ou Les Échos Week-end. Tu es également cofondatrice de la marque Ava avec la designer Charlotte Julliard. Ensemble, vous avez créé des objets, ou vous allez créer des objets en série limitée qui revisitent les savoir-faire assez singuliers avec un regard contemporain. Est-ce que j'ai bien dit les choses ? C'est tout à fait ça. Alors Marie, comment va le monde du design ? Moi, je peux remarquer que le monde du design français connaît en ce moment un tournant. Il y a plusieurs raisons à ça. D'abord la crise sanitaire, bien évidemment, mais aussi le fait que les grands événements sont tour à tour annulés, comme Milan, qui est un événement qui est quand même très dynamique pour le monde du design. La question écologique aussi rabat les cartes. Les industriels doivent se réinventer. Le développement durable est pour eux un vrai défi à relever. Il y a donc moins de nouveautés sur le marché, moins de surenchères, et c'est peut-être pas plus mal d'ailleurs. On ressent également une évolution du côté des consommateurs et des amateurs de design. Ils se tournent davantage vers le vintage ou vers des marques plus confidentielles, des maisons qui véhiculent un vrai message. Et du côté des designers, on remarque que beaucoup ont envie de s'affranchir, de s'autoproduire, de porter des projets peut-être plus engagés ou personnels, parfois même collaboratifs. Et surtout, ils ont une super envie de renouer avec le travail manuel et avec le temps long. Ouais. Je crois que tu voulais nous parler d'une expo aujourd'hui en particulier. Oui, alors c'est une expo qui est finie malheureusement, qui s'appelle Un printemps incertain, qui avait lieu il y a quelques mois, qui a fini en fin octobre au Musée des Arts Décoratifs à Paris. Donc cette exposition était sous forme d'invitation lancée donc à la fin du printemps 2020, donc à la fin du premier confinement, à 40 designers. Il y avait aussi des graphistes, des artisans. Ils étaient sollicités pour témoigner de ce qu'avait été ce printemps incertain, donc ce confinement, leur confinement. On se rendait compte que c'était une année qui finalement a été assez riche pour eux. C'était l'occasion de créer, d'imaginer, de réfléchir. Ça a permis aussi à certains de faire un pas de côté, de prendre des chemins qu'ils n'auraient pas forcément eu l'occasion d'emprunter. Et qu'est-ce qu'on voyait dans cette expo ? On voyait par exemple un bureau en bois et en branchage fabriqué par Erwan Bourulek pour sa fille, mais aussi une série de dessins de Constance Guisset qui était en fait un répertoire de formes abstraites assez poétiques au crayon de couleur, mais également des visières en impression 3D pour les hôpitaux qui ont été conçues par des designers makers. On se rendait compte surtout que chacun avait réagi avec sa personnalité et son expérience, donc il y en a, c'était vraiment de la création pure, et d'autres qui étaient vraiment dans l'action.
Cette exposition, c'était un peu comme un arrêt sur image, un aperçu des futures préoccupations des designers. On pouvait effectivement remarquer que les habitudes et les parcours préétablis, les cheminements classiques sont aujourd'hui quelque peu ébranlés et carrément remis en question. Les filles, vous aviez vu cette expo ? Non, j'ai pas vu, mais dommage, c'est fini. Tu nous fais en Ouais, je suis alors désolée. Moi non plus, ça me dit rien. En Le plus, bureau j'en ai avec pas. les branchages, les dessins C'est de hyper, Constance Guisset. intéressant en plus, Ah, parce c'était qu'effectivement, super, c'était intéressant. une période hyper créative, hyper C'était riche en fait. une belle initiative du musée d'Art Déco. Ils ont demandé vraiment à des designers proches du musée de leur demander ce qu'ils avaient fait pendant le confinement et vraiment Ah ouais, c'est des sympa. possibilités très différentes. Tu penses à quel designer qui travaille dans cette direction ? Si tu as des petits exemples à nous Ouais, donner. je peux vous parler de 3 profils qui s'inscrivent tout à fait dans cette mouvance, des designers qui sont très différents, qui n'ont pas du tout la même approche ni le même style, mais qui se rejoignent dans cette envie d'affranchissement et de retour au travail manuel. Alors la première, c'est Marta Bakowski, que vous connaissez peut-être. C'est une designer parisienne qui a 35 ans. Elle est spécialisée dans le travail de la couleur et la matière. Elle a notamment fait une collection pour Maison Matisse d'art de la table qui a été très remarquée. Très belle. Ouais, très belle. Elle a aussi créé des lampes pour Roche-Beaubois et plus récemment des poufs pour la marque française La Chance. La couleur et la matière, c'est des points très importants pour elle. C'est même le point de départ de ses projets. Elle part toujours d'un matériau, d'une couleur qui l'intrigue. Et dans son atelier, elle expérimente, elle fait de la recherche, elle détourne. Elle se satisfait jamais d'une 3D. Elle a besoin de s'impliquer physiquement, de maturer le processus créatif, de se laisser surprendre par les accidents. Elle prend le contre-pied peut-être de la génération d'avant, même s'il y a toujours eu des profils comme le sien, qui produisaient des dizaines et dizaines de dessins à la demande des éditeurs et des industriels dans une cadence effrénée, sans avoir vraiment de résultats, ou très rarement. Pour elle, le design a besoin d'une totale expérimentation pour se renouveler. Maintenant, je vais vous parler d'un projet plus que d'un profil de designer. Je vais vous parler de la collaboration entre le designer français Ferréol Babin et la manufacture de porcelaine Révol. Ils ont donné carte blanche à ce designer pour créer une collection d'art de la table à son image. Je dis à son image parce que Ferréol Babin, c'est quelqu'un qui se situe vraiment en dehors des trajectoires habituelles. Il est installé près de Nantes, il travaille chez lui dans son atelier. C'est quelqu'un de très manuel. Il a d'abord eu beaucoup de succès avec des cuillères en bois sculpté, qui sont des pièces uniques et qui vendent dans le monde entier aujourd'hui. Il n'attend pas nécessairement de commandes ou qu'on lui propose des projets pour œuvrer, fabriquer, réaliser. Son nom, c'est donc plutôt celui de la série limitée. Il travaille avec des grandes galeries new-yorkaises, mais aussi avec des éditeurs de renom. Le défi, ici, avec Révol, c'était justement de révéler son geste qui est très artisanal et très instinctif de manière industrielle. Donc Ferréol, il a commencé déjà par faire des essais de texture dans son atelier, tout seul, à fabriquer des prototypes. C'est des pièces qui sont inévitablement des défauts et des aspérités. C'est pas parfait, quoi, mais ça n'a pas fait peur à Révol, qui a moulé tous ses prototypes pour être ensuite produits à l'identique et à grande échelle, à échelle industrielle. Donc ça donne une collection d'art de la table avec beaucoup de textures, du relief et aussi une identité très forte. On est loin de la vaisselle lisse et parfaite qu'on a l'habitude de voir chez les grands industriels. Et cette collection qui s'appelle Illy sort dans les prochains jours. Ok, super. Et un petit dernier, je vais Ouais. vous parler d'un projet mené par 2 très jeunes designers, sortis des Arts Déco il y a à peu près 3-4 ans. C'est Clara Bellet et Clémence Payeux. Leur projet s'appelle Bob. Ce sont des bougies conçues à partir de cire d'église recyclée. Des petites bougies colorées. Ouais. C'est canon, j'ai découvert. C'est des ça. petites bougies colorées à enfiler sur une mèche, un peu comme les perles d'un collier. On peut en mettre 2 ou 5. On peut composer sa gamme de couleurs. C'est fabriqué à la main et c'est recyclable. C'est ludique aussi. Elles ont lancé une campagne de crowdfunding pour financer leur projet, qui a super bien marché, et elles s'apprêtent à lancer leur marque très bientôt. Là aussi, on a 2 jeunes femmes complètement maîtresses de leur projet de A à Z, pour qui la durabilité, l'entrepreneuriat, l'indépendance créative sont vraiment des valeurs primordiales. Merci beaucoup, Marie. C'était ultra complet quand même. Ah ouais, on a tout noté, nous. Bah, moi, je suis hyper contente de cette rubrique, en fait. Je vais venir à chaque fois à l'émission avec un Ton bloc-notes. papier, un crayon et noter toutes les expos et Ouais, canon. les designers à découvrir. Ben, là, c'est quelques exemples, mais il y en a plein d'autres. On a un aperçu des nouvelles préoccupations des designers aujourd'hui. Bien sûr, ce n'est pas une généralité. Le monde du design est vraiment très lié à celui de l'industrie. C'est un secteur pour qui la période est très compliquée et qu'il faut continuer à soutenir. Mais cette parenthèse, ce temps suspendu, cette remise en question liée à la crise sanitaire, mais aussi au contexte écologique, est aussi très bénéfique. Évidemment. Et alors, le mot écologie, Eh oui. merci beaucoup Marie. Ouais, Je belle rebondis, transition idéale avec Violaine. Donc Violaine, petit laïus, je ne sais pas comment on dit, sur toi. Qui es-tu ? Violaine est donc t'es DA, styliste, rédactrice en chef de Marie-Claire Enfant, rédactrice aussi pour plein de marques. Et à tes heures perdues, donc tu co-animes le mouvement
Wheat. J'ai envie de dire white à chaque fois, mais je pense que tout le monde. Oui. On prononce le I à la française. Donc, Women in Transition écologique, avec son ACO Wheat, Modzinic. Et donc, en fait, c'est notamment pour cette casquette-là que tu es ici pour nous parler de transition écologique. Donc, juste avant de nous dire ce que c'est exactement, comment tu as créé Wheat ? Comment t'es venue cette idée ? Ça m'est venu parce que j'avais envie, moi, perso, juste dans ma vie, de faire les choses un petit peu mieux. Et avec cette amie Maud avec qui je rigole beaucoup, en fait, c'est ça qui nous lie. Je me dis, au lieu de me faire ma lessive toute seule, je préférais qu'on soit toutes les deux. Au moins, on se plante toutes les deux, on fait toutes les deux. C'est moins austère que de se mettre à racheter des trucs. Au début, j'étais vraiment perdue. Franchement, je revenais de très loin. Donc, on a commencé comme ça, et elle a un peu... c'est une blagueuse, quoi. Donc, elle a commencé à filmer, à faire des petites blagues, et puis on s'est dit, c'est sympa, faudrait donner la recette à telle copine, puis... de là, on a fait un petit compte Insta parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on fait sans aucune ambition professionnelle, on va dire, mais juste pour partager les tips. Et de fil en aiguille, les copines des copines. Là, il y a des gens qu'on ne connaît pas forcément qui sont sur ce... Et nous, vraiment, on veut en faire un mouvement. L'idée, c'est de dire toutes les transitions sont bonnes, tous les tips sont bons. Maud a l'habitude de dire que même si on est en transition écologique molle, c'est pas grave. Molle, c'est mieux que rien. Et non, elle est hyper fun, et du coup voilà, on s'amuse, alors évidemment qu'on change pas le monde, que si les pouvoirs publics prennent pas vraiment la mesure des choses, on n'arrivera à rien, mais c'est comme toutes les initiatives que Marie a soulignées précédemment. Moi je trouve que en attendant, au lieu de râler, autant agir. Moi je me sens mieux quand j'agis, donc quand je fais ma lessive avec le même bidon depuis 2 ans, je me sens déjà mieux que rien. Moi, évidemment, je suis comme les autres. Hein. Ça me rend dingue qu'il n'y ait plus de baleines. Et ça me rend dingue... Il y a plein de trucs qui me rendent dingue. Mais au moins, quand j'agis, ça... Voilà. Et ce mouvement, il est assez sympa. Et je trouve qu'il tord un peu le coup à ce que j'aime pas dans Instagram. Moi, j'adore Instagram, mais c'est un puissant fond une fois qu'on est dessus. Là. Et là, je m'en sers de façon positive. Du coup, je trouve que c'est... Et puis Instagram, c'est un côté un peu parfait, tout le monde montre le meilleur de soi, alors que là, tu montres qu'on peut faire des petites actions. Ouais, et puis on n'a pas de... moi, ça me fait une pause par rapport à mon métier, c'est qu'il y a il n'y a pas de dimension esthétique dans la transition écologique. Donc, c'est pas parce que vous mettez un joli savon de Marseille, tout bien nickel, à côté de votre robinet, avec votre petite brosse dessus, au bout de 3 semaines, c'est dégoûtant, parce que le savon de Marseille, c'est vert, ça dégouline. Et voilà, c'est comme ça, la vie est comme ça. Donc ça, je trouve ça assez sympa de se servir de ce média-là qui est plus dédié à l'esthétique, on va dire, d'habitude, et de m'en servir justement pour donner des tips. Et maintenant, on reçoit des petites questions. Où est-ce que j'achète des jouets de Noël pour mes enfants sans détruire la planète ? Vous n'avez pas un tip pour réparer des pulls ? Et donc, c'est sympa parce que il y a une petite conversation qui s'installe, et donc on repartage les trucs. Et je vois que ça... je n'ai jamais été plus efficace qu'en faisant 8. Et d'habitude, on me trouve écolo chiante, et là, on me trouve écolo marrante. Tant mieux, quoi. Si c'est mieux, ça, on entraîne les gens, mais sans jugement, et chacun fait comme il peut, comme il veut, comme il décide. Alors, c'est quoi la transition écologique ? La transition écologique, c'est un moment très long. Parce que tout le monde dit je suis dans une démarche zéro déchet, avant d'être sur du zéro déchet dans les vies qu'on mène, il y a du chemin. Donc c'est le chemin, justement, ça résonne beaucoup avec le yoga, c'est pas le résultat qui est important, c'est le chemin. Et c'est un moment où on décide de changer, de bouger le curseur dans sa vie quotidienne pour faire mieux pour la planète et pour soi-même. Alors au début, on peut tous commencer par se dire... je vais peut-être manger un peu moins industriel et plus des produits bio. Puis alors, une fois que tu manges des produits bio, tu te dis, oui, quand même, mais bon, les bananes sous vide qui viennent de l'autre bout du monde, c'est peut-être pas hyper malin. Donc, tu commences tu arrives sur le local. Une fois que tu es sur le local, bon, très bien, mais tu dis, ça y est, j'ai mis tous mes paniers au carré dans la cuisine, mais quand tu ouvres ton placard de produits d'entretien, c'est Monsanto, tête de mort, c'est horrible. Donc, tu te dis, il faut peut-être que je fasse quelque chose.
donc tu te renseignes, et c'est ça la transition en fait. Tu bouges un curseur et une fois que tu en bouges un, ils bougent tous. Parce que tu peux pas te dire, moi je vais par exemple me mettre sur la peau que des trucs impeccables, nickel, nanana, et jeter des trucs de plastique toutes les 2 minutes parce que entre ton shampoing, ton truc, ton bidule, voilà. Et c'est vraiment un moment où tu fais un état des lieux. C'est comme un audit de ta vie. Alors tu peux le faire de façon très mathématique en faisant ton bilan carbone, Moi, je suis pas du tout une fille sérieuse, donc je fais pas ça du tout comme ça. Mais c'est très bien pour les entreprises. Il y a des choses qui existent pour quantifier. Mais au fur et à mesure de la transition écologique, on bouge un curseur, puis un autre curseur, puis un autre curseur. Voilà. Et moi, le premier que j'ai bougé, c'est la cosmétique. Le dernier, c'est la déco, justement. Et je trouve ça assez intéressant que cette transition, c'est comme c'est comme une philosophie de vie qui infuse au fur et à mesure toutes les pièces de la maison, quoi. C'est toutes les pièces de la maison aussi. Mais côté déco, par exemple, là, tu nous en parlais. Est-ce que tu pourrais nous donner des tips que tu as mis en place chez toi, justement ? Alors déjà, faites avec ce que vous avez. Souvent, l'ennemi de la transition écologique, c'est la surconsommation ou en tout cas l'envie de consommer. On se rend compte quand même, et on s'en est tous rendu compte pendant la pandémie, qu'on n'a pas besoin de grand-chose. Enfin, moi, j'ai le nombre de mes copines qui m'ont dit j'aimais le même t-shirt, le même jean. Enfin, voilà, on a quand même resserré un peu les besoins. Donc déjà, ça vaut pour la décoration parce que toutes ces enseignes qui font des collaborations avec des grands designers pour vendre et vendre et vendre et vendre et vendre. La production à gogo. Bah ouais, c'est produit. Où est-ce que c'est produit ? À quoi ça sert vraiment ? Est-ce que posséder du India Madhavi mal fait, c'est posséder India Madhavi, et est-ce que posséder est une bonne idée ? Moi, je suis une fan de déco depuis hyper longtemps. J'ai grandi professionnellement au Milk, donc j'ai été très jeune mise en relation avec cet univers que je trouve dément, hyper créatif, m'a toujours beaucoup plus attirée d'ailleurs que la mode. Enfin, en tout cas, pour moi, dans ma consommation, j'ai toujours plus prête à casser la tirelire pour une lampe que pour un sac. Mais pourquoi ? Est-ce que... voilà, donc il faut déjà faire un état des lieux, de quoi vous avez vraiment besoin. Surtout, bannir les « en attendant, j'achète un truc chez Ikea », c'est pas possible. Le « en attendant », c'est foireux parce que l'armoire, déjà, monter, démonter, ça va pas. En attendant, non, pas en attendant. En attendant, vous mettez les trucs dans les cartons, puis vous attendez de trouver le bon meuble qui vous plaise vraiment, qui soit à la bonne taille, etc. Et d'ailleurs, si c'est un meuble Ikea, c'est un meuble Ikea et c'est très bien. L'essentiel, c'est de garder les choses. Et je trouve que moi, je vois les générations entre ma mère et moi, par exemple, nos parents, ils jetaient. C'est pas grave, on jette. Enfin, oh, mais tu achètes ça vite fait, là, c'est pas grave, et puis on jettera, on remplacera. Non, en fait, il faut pas jeter. C'est le principe. Donc, essayez de plus donner. Quand vous voulez plus, il faut donner. Vendre, évidemment, sur les réseaux de seconde main. Acheter de seconde main. Moi, j'avais envie, comme tous les gens de ma génération, tous ceux qui sont nés dans les années 70, d'un Togo. J'adore les canapés Togo, j'ai toujours adoré ça. Et je regardais sur Ligne Roset, voilà, super. Et je me suis dit, pourquoi pas regarder sur Celency ? Si je trouve le modèle qui me plaît sur Celency, qu'il a déjà été fabriqué, forcément, son empreinte est moins lourde à porter pour moi, mon foyer. Donc, c'est juste des raisonnements on va dire, c'est une façon de penser. C'est toujours un équilibre. Moi, je voyage encore, j'achète encore beaucoup de choses, beaucoup trop. Il y a encore plein de choses que je fais pas bien et je suis pas du tout, ni Maud ni moi, nous estimons au-dessus de tout le monde. Mais voilà, c'est une façon, c'est questionner. Pourquoi on doit remplacer ? Pourquoi je veux acheter ? Et finalement, en faisant ça, au final, une fois sur deux, vous évitez l'achat. Bon, et si vous ne l'évitez pas, votre truc, vous l'appréciez vraiment. Donc, en fait, c'est donner du prix aux choses, vraiment. Et ne pas... Moi, j'adore les brocantes, j'ai toujours adoré chiner, trouver des trucs. Je suis hyper fière quand j'ai une copine hyper déco qui me dit « Ah, j'adore ton vase, 1 € chez Emmaüs. » Je suis trop contente de trouver... Enfin, voilà, et puis c'est des trucs uniques, et puis les objets ont une histoire, etc. Mais après, moi, c'est mon goût. Je comprends très bien qu'on n'aime pas les choses vintage. Il y en a plein qui n'aiment pas et qui veulent du moderne. Très bien. Mais le moderne durable, c'est très bien aussi. Il faut juste, voilà, toujours mettre en balance les raisonnements pour pouvoir... essayer de faire un peu mieux. Et réfléchir un peu
réfléchir avant d'agir, quoi. C'est vraiment le problème, c'est l'achat coup de cœur. Là, moi, c'est le truc à bannir de son vocabulaire, je pense. Marie et Laetitia, vous avez mis en place des petites actions, même vraiment minimes. Moi, je suis hyper sensible sensible à tout ça et j'ai entendu parler il n'y a pas longtemps d'éco-anxiété. C'est la solastalgie. Et ça me parle beaucoup. Parce que moi, je suis... La quoi ? L'éco-anxiété, c'est-à-dire qu'en fait, c'est toute l'anxiété que peut te renvoyer, enfin, si j'ai bien compris, tout ça, en fait, toute cette surconsommation. En fait, avec tout ce qu'on apprend, tout ce qu'on sait sur le réchauffement climatique, tu mais tout dans un même sac et tu te le mets sur le dos et tu stresses. Et moi, je stresse vite. Mes poubelles, ça me renvoie quelque chose. Enfin, quand je jette quelque chose à la poubelle, quand j'achète quelque chose, je pense au fait que je vais devoir le jeter derrière. Qu'est-ce que je vais en faire ? Donc oui, moi, je suis hyper sensible à tout ça. Après, je fais plein de trucs depuis. Alors, je suis une fan du vinaigre blanc, par exemple. Je fais tout au vinaigre blanc. C'est mon adoucisseur dans ma machine à laver depuis 20 ans. Ça fait très longtemps que c'est magique. C'est génial. Tu le mets partout. Et toi qui as conçu une armoire à sécher le linge, c'est bien pour éviter le sèche-linge. Oui, alors ça, mais c'est vrai. Oui. C'est vrai, il faut. Mais conçu beaucoup trop loin. Oui, mais alors, encore une fois, c'est une histoire d'équilibre. Moi, par exemple, j'ai un sèche-linge parce que j'ai acheté un sèche-linge comme tout le monde. Ah, tu utilises un sèche-linge ? Mais je l'utilise pour les serviettes de bain et les doudounes. Et maintenant, je ne l'utilise plus. Et surtout, il y a un truc, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la durabilité. Si tu veux garder tes draps et tes nappes et toutes les choses que tu adores chez toi, tes rideaux, etc., s'ils font du sèche-linge, clairement, on leur colle un 5 ans en moins à chaque fois, quoi. Donc, je trouve que on va dire grandir, mais là, mon stade, c'est plus vieillir, te permet de te calmer, en fait. C'est juste, tu vois, la transition écologique, pour moi, ça a fait l'effet d'un... Voilà, je me calme. J'ai pas besoin de posséder Évidemment, moi, j'adore avoir un intérieur qui me... Tout ce que tu disais tout à l'heure, Laetitia, sur... Voilà, comment on se sent chez soi et tout, je trouve ça super. Mais il n'y a pas besoin de neuf pour ça. Mais t'as pas besoin forcément de neuf dans et t'as pas besoin de tout le temps tout remplacer. Et finalement, quand tu changes les meubles de place, moi je suis la spécialiste de ça, j'adore. Il y a beaucoup de renouveau chez toi et une nouvelle énergie. Et c'est très bien. Ouais. Tout à fait. Marie, des petites actions ? Oui, j'ai pas du tout envie de te coincer. Hein. Non, des actions au quotidien comme les tiennes. C'est vrai que moi, j'achète pas mal en vrac. Je vais faire ma lessive, mon déodorant. J'achète plus de gel douche. Tu fais ta lessive, ton déo. Ouais. Non, tout le monde s'en fout. Non, je trouve ça hyper intéressant. T'imagines pas le nombre d'emballages économiques. Et c'était justement vraiment pour cette question d'emballage. Après, je me retrouve dans ce que tu dis par rapport au fait que plus tu vieillis, plus tu te calmes. C'est-à-dire que moi, j'ai vachement envie j'ai envie de moins de trucs. Et surtout, je vois beaucoup de choses dans mon métier. J'en parlais tout à l'heure, mais plein de choses qui sortent. 50 000 chaises, 50 000 vases, 50 000... table. Et ça me questionne beaucoup de savoir effectivement... Et c'est pour ça que moi, j'adore ce que tu fais avec Charlotte, parce que justement, tu peux t'offrir une super belle pièce. Tu sais que vous avez mis... En général, vous mettez je sais pas combien de temps à développer les pièces. C'est long, vous avez trouvé l'artisan, etc. Moi, je me priverai jamais de ce genre de plaisir. En revanche, acheter, je sais pas, des verres... Oui, mais on les achète, c'est pas cher, on s'en fout si on les casse. Non, on s'en fout pas si on les casse. Moi, je veux pas qu'on se fiche des choses, quoi, quelles qu'elles soient. Et j'essaye toujours, moi, de trouver... après, moi, je suis l'aînée de ma fratrie, donc il y en a toujours un qui s'installe après moi, donc je leur fourgue des trucs. Mais au moins, voilà, ça a eu un autre usage, un autre... je trouve... Moi, j'ai été élevée comme ça, et la génération de nos parents, ils sont comme ça. Mais c'est pas grave si on casse, c'est pas grave. Sûr. Non, en fait. C'est ça qu'il faut s'enlever de la tête. Et finalement, ce raisonnement-là, appliqué à tout, t'es en transition. Ils trient même pas, nos parents. Non. Oui, mais alors le tri... En plus, ils cassent, mais ils foutent le verre dans la poubelle. Voilà, mais le problème du tri, en fait, c'est ce que tu disais tout à l'heure qui est hyper intéressant. Et c'est vraiment cette question qu'il faut se poser. C'est, OK, il y a le tri, mais le tri, c'est pour déculpabiliser nos civilisations occidentales de produire du déchet. Le mieux, c'est de pas jeter. Il faut pas jeter. Donc, le petit guéridon, le petit machin, on se bouge, on va chez Emmaüs, on les repeint, on les donne aux petits frères, aux petites sœurs. On vous les gardez dans une cave pour vos enfants quand ils seront grands.
Quand ils s'installeront en tant qu'étudiants, ils seront peut-être contents. J'en sais rien. Mon mari se fiche de moi parce que j'ai 800 rouleaux à pâtisserie. Il me dit, ça, ils vont être contents, les enfants. Ils auront leur rouleau à pâtisserie dans leur studio. Mais en fait, c'est surtout ça. Ne pas jeter, ne pas acheter en attendant et ne pas acheter pour une période de consommation trop courte, quoi. Si vous avez, je sais pas moi, votre canapé pendant 25 ans, c'est déjà super, en fait, d'avoir un canapé 25 ans. Donc toi, tu essayes quand même de sensibiliser plutôt les personnes de notre génération, parce que les jeunes sont quand même beaucoup plus ils naissent écolo. Alors, ouais, voilà, on est pas la génération juste après. Eux, là, pas trop. Ceux qui ont 20 ans aujourd'hui. Ceux de 25, là, moi, je suis assez pas top, étonnée de voir que c'est pas tant que ça. Moi, en revanche, les petits... Oui. Ah bah c'est instinctif. Là, on va dire ceux qui ont entre 5 et 15 ans, 5-15 ans, là, à peu près. Là, vraiment, je trouve que eux, ils ont été baignés. Et ils ont de la chance parce que, en fait, nous, on a fait perdre du temps parce qu'on est devenus écolos. Parce qu'on entend beaucoup de choses. Alors, il y en a toujours qui ne croient pas, hein, mais bon, je me dis, avec le nombre de trucs qui nous tombent sur le coin de la figure, il faut quand même être raisonnable et se dire qu'il y a quand même quelque chose qui se passe. Et d'ailleurs, même si ce n'est pas dû à l'activité humaine, il faut quand même préserver l'humanité. Donc, c'est pour ça que moi, ça me réjouit pas particulièrement de savoir que mes fringues H&M achetées quand j'avais 15 ans sont sur une plage au Ghana et que mes ordures sont en Malaisie. Non, mais je veux dire, qui ça peut rendre heureux de... C'est même, tu vois, c'est pas feng shui, en fait. Tu vois, mais oui, mais c'est hyper angoissant. Ouais, c'est hyper angoissant. Oui, mais ça, c'est angoissant pour ceux qui y pensent, parce qu'il y a plein de gens qui en ont rien à faire. Oui, mais après, en fait, il y a aussi une ambivalence avec nos métiers à toutes les quatre. Bien sûr. C'est-à-dire que toi, par exemple, quand tu fais un numéro de Marie-Claire Enfant, tu t'es obligé de placer des choses. C'est Dr. Jekyll. Moi, je produis avec Ava et je monte des choses toute la journée. Tu vois, c'est ça qui est hyper ambivalent. Toi, pareil. C'est-à-dire qu'en gros, on incite les gens à acheter. Et c'est hyper ambivalent avec tout ce qu'on est en train de dire. C'est vrai. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Mais c'est pour ça aussi que la transition, c'est long. Parce que tu peux pas du jour au lendemain... moi, si je pouvais gagner ma vie à faire que du conseil transition écologique, je serais contente. Et en même temps, est-ce que ce serait mieux ? Je sais pas, parce que d'aller voir une marque de retail et de leur expliquer, enfin, de les aider à, voilà, il y en a plein, hein, des marques qui font des sacrés trucs, même des marques mass market qui font beaucoup d'efforts, etc. Dans la déco, je sais pas. Moi, les projets que j'entends un peu sur la transition écologique, comme Noma ou des choses comme ça, c'est des choses assez haut de gamme quand même. J'ai le sentiment. Je sais pas si la petite déco, toutes ces enseignes qui font un peu tout là, je sais pas si ils y arrivent, ne serait-ce que... Il y en a plein qui ont une volonté, en tout cas, une volonté de mettre ça en place tranquillement. Les grandes enseignes, elles commencent à communiquer là-dessus, mais c'est 20% de leur production. Mais c'est insolvable, en fait. Ça va pas avec le concept de base. Non, mais tu vois, un exemple que j'ai trouvé tu peux vraiment... pas chez Emma devenir écolo. Enfin, Emma ne peut pas devenir écolo, tu vois. Enfin, ça pousse à acheter plein de trucs, à acheter tout dont tu n'as pas besoin. Oui, mais ils pourraient vendre des choses qui sont un peu plus durables. C'est juste dans ce sens-là. Déjà, moi, je trouve que si tu prends le prisme du jetable, parce qu'évidemment, il y a plusieurs prismes. Il y a le jetable, où est-ce que c'est fabriqué, est-ce que c'est un... Et le mieux, ce serait de ne pas consommer, de ne pas acheter, de ne pas jeter. Donc, clairement, avec les vies qu'on a, c'est pas possible, en fait. Mais déjà, si tu prends le prisme du jetable, je trouve pas mal. Parce que si tu gardes, tu vois, c'est idiot, mais moi, j'avais acheté tous des petits kits d'anniversaire pour les enfants. Bon, je m'en suis resservie 4 ou 5 ou 6 fois, j'en ai encore, ça dépanne. J'essaye, en fait, ce geste de jeter est facile. Parce que c'est facile, le problème est réglé, mais bam. du coup, est-ce que tes placards ne sont pas pleins ? Moi, j'ai beaucoup de choses dans mes placards, du coup. Oui, tout à fait. Bah oui, mais alors c'est beaucoup de tri, je range, je donne. C'est le serpent qui se passe la queue, en fait. Par exemple, mais c'est oppressant. J'ai suivi des placards pleins, moi ça m'oppresse aussi. Je suis complètement d'accord avec toi et je vois qui est Marie Kondo et tout ça. Mais, oui, non, mais sans être là-dedans. Il y a un courant minimaliste sur Instagram où alors c'est tout blanc, tout beau, ils ont des bocaux impeccables et ils remplissent les bocaux avec, tu sais, des pastilles, le Ariel, 8 en 1, je sais pas quoi. Mais en fait, ça me déprime ça parce que elles veulent moins en achetant beaucoup et pour que ce soit joli, etc. Alors que finalement, tu mets du bicarbonate dans ta machine à laver la vaisselle et tout se passe bien et on n'a pas besoin de tout ça. Et je trouve que déjà, si on ramenait 3 trucs, calmer un peu le jeu, ce serait pas mal. Donc c'est vrai que moi, ce que tu disais, le milieu est en crise.
oui, mais c'est peut-être pas plus mal. Non, mais moi, je trouve que c'est vraiment même très Mais bien. tu sens que toi qui es peut-être un petit peu plus aussi, tu connais un peu mieux que nous l'univers de la food, du cosmétique, etc. Tu es plus global, alors que nous, on est très déco-design. Tu trouves qu'on a un temps de retard et que les autres sont un peu en avance ? Je sais pas, je saurais pas comment le quantifier, mais je trouve que la déco, c'est comment dire, il y a trop de sorties en fait pour une consommation. Quand vous avez une crème, par exemple, la crème, au bout d'un moment, le pot se vide. Que vous l'achetiez en vrac, chez La Prairie ou chez Monoprix, c'est pareil, le pot se vide, il faut le racheter. Alors, on peut choisir des solutions qui soient moins consommatrices de la planète, on va dire, mais voilà. Le truc de la déco, ce que je ne m'explique pas, c'est trop de nouveautés inutiles, en fait, parce que tu changes pas ta déco tous les 4 matins. Mais surtout pas des tables de 8 personnes, des cuisines hyper équipées, des fauteuils incroyables. Et quand on voit que tous les gens de ma génération veulent un Togo, c'est bien la peine de sortir autant de canapés. J'exagère un peu, il y en a plein des super. Mais vous voyez ce que je veux dire. Finalement, est-ce qu'on a besoin d'avoir autant de nouveaux modèles, etc. Mais c'est vrai que nous... je vois bien, nos métiers demandent toujours de l'actu. Bon, en même temps, moi, je suis semestrielle, donc l'actualité, je suis ou soit en avance, soit en retard. Enfin, tu vois, je suis jamais dans... Nous, avec Ava, on nous a pas mal reproché de ne pas sortir à cette chose, tu vois. Et ça a été C'est une résistance. C'est une résistance à qui mettre en est place. dure à... Parce que si Charlotte, elle a envie de créer, on a plein d'idées, etc. Mais le fait de sortir très peu de choses, c'est une vraie volonté. Mais on nous fait remarquer qu'on n'en sort pas assez. Ouais. Mais très régulièrement. En fait, selon quel curseur. Ouais, bien sûr. Et je pense qu'au bout d'un moment, on pousse le curseur un petit peu, c'est dur. Et puis au bout d'un moment, le curseur, il va vraiment, il va vraiment bouger pour tout le monde. Et tout le monde sera obligé de faire quelque chose. Et puis après, il y a un autre truc dans la déco que je trouve intéressant quand même, c'est qu'il y a beaucoup de maisons qui existent depuis des années en art de la table. Il y en a en tissu d'ameublement. C'est des maisons qui font bosser des boîtes françaises, des usines françaises, des fabriques françaises. Ça, c'est hyper important pour le tissu social, Parce qu'il y a ça aussi. Moi, je ne vais pas balancer les gros mots, mais la RSE, c'est ça. Et finalement, c'est la responsabilité sociale des entreprises, mais chaque foyer doit l'avoir. C'est un ensemble de choses. Et si je commande, moi, par exemple, à un moment, je me rendais compte que j'achetais plus rien en vrai. Je commandais tout sur Internet parce que je pouvais choisir tel projet, tel truc, tel machin. Sauf que je voyais les cartons arriver avec tout le bulle dedans pour acheter mon petit truc fabriqué en France, machin. Je me dis, c'est ridicule, en fait. Donc, tout est comme ça. Et je trouve que quand même, dans la déco, on ne peut pas pondre un canapé en un mois. C'est pas, bien sûr. pas possible. Donc, il faut quand même... du temps, même ceux qui veulent aller vite ne peuvent pas non plus sortir autant de canapés que de verres à pied, on va dire. Non, ou alors il faut faire la précommande. Voilà, moi bien. Ça j'aime beaucoup ça, parce que du coup on fabrique sur ceux qui ont besoin. Sur commande, ouais. Ça c'est pas mal et d'ailleurs quand on voit l'engouement pour des projets, t'as parlé des petites bougies Bob en crowdfunding, c'est hyper malin. Du coup elles vont fabriquer, elle en plus c'est recyclable, donc c'est super. Mais et puis je pense aussi que la déco elle a un gros boulot à faire, mais qui est plus long à faire que pour les autres, c'est que recycler les matières, relocaliser, trouver les fabriques, trouver des solutions de transport qui soient pas trop carbonées parce que c'est très lourd. Il y a Tipto aussi, qui est très intéressant comme ça, que tu avais interviewé, je crois, dans un podcast, qui a fait tout un système. Ils embriquent tous leurs pieds pour que le colis justement soit le plus petit possible. Donc ça c'est intéressant. Et dans les produits ménagers, il y a plein de solutions sans liquide, des poudres et tu mets l'eau chez toi parce que c'est ça qui est lourd. Donc en fait, il y a tellement de prismes, parfois on s'y perd et voilà. Je pense que vraiment, nous, c'est ce qu'on essaye de faire dans WIT. On tape un peu dans tous les domaines, tout nous intéresse et on partage toutes les transitions. Et parfois, on s'est pris des réflexions, genre oui, vous interviewez machin alors qu'elle fait la promotion de ceci. Franchement, ça nous regarde pas. Nous, l'idée, c'est vraiment de partager toutes les transitions, même les toutes petites. Moi, j'ai des copines qui achètent de l'eau en bouteille et je leur dis rien, c'est leur problème. C'est pas grave. Une petite bouteille sur cette table. Et ben non, justement, voilà, il y a une bouteille d'eau là, pas
de jugement. Et peut-être que toi, dans 3 ans, tu auras arrêté les bouteilles, mais peut-être que... Avec des gourdes la prochaine fois. Non, mais peut-être qu'une autre... ton logo. Ah oui, c'est vrai. Ouais, mais tu vois, acheter une gourde fabriquée à l'autre bout du monde, en objet publicitaire, vrai, bah non, ouais. mais C'est ça qui rend anxieux. Moi, ça me rend Mais anxieux. moi, ça me rend pas En fait, y a anxieuse parce jamais que je de- me dis, ça me rend. Je pense qu'il faut être plus calme, juste plus calme. vraiment ça, je trouve. Et réfléchir avant. Moi, l'autre d'acheter. jour, j'ai oublié ma gourde, j'ai acheté une bouteille en plastique parce que je pense qu'acheter une gourde sur un coup de tête comme ça, là, j'en ai déjà 6 à la maison et que je sais pas où la gourde est fabriquée, est-ce qu'il vaut pas mieux acheter une bouteille d'eau une fois? Voilà. Bon, merci Violaine de nous sensibiliser à tout ça. oui, Attends, je c'est redonne un- ton compte Instagram, c'est Women Une transition écologique. Oui, et écologique à la française parce que comme on parle mal anglais, on fait toujours un peu d'anglais, un peu de français. English. Bon, merci beaucoup les filles. Merci Bah, beaucoup merci pour à toi. cet échange, pour C'était très ce sympa. partage de toutes ces infos. Et puis à bientôt. À bientôt. Bye bye. À bientôt. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé cette émission, n'oubliez surtout pas de vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Bien sûr, vous pouvez aussi la partager en l'envoyant à vos proches ou en story Insta. D'ailleurs, vous pouvez me retrouver sur le compte Décodeur où je poste quasiment tous les jours. Et si jamais vous écoutez cette émission sur Apple Podcast et que vous avez 20 secondes, n'hésitez pas à laisser un commentaire. C'est juste sous la liste des épisodes. C'est comme partout, plus j'ai d'avis et d'étoiles, plus le podcast se détache et se fait connaître. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.